Regardez votre... Et nous recevons maintenant un personnage attaqué, détesté, moqué, mais qui a été très populaire et qui aspire évidemment à le redevenir. Il est de retour en France. Manuel Valls, bonsoir. Bonsoir. Les attaques, Dieu sait si elles sont fortes, c'est très frappant ces derniers jours encore. Quand on fait votre portrait, il y a toujours les deux choses. Ancien Premier ministre, 1 million d'abonnés sur Twitter, les heures historiques, 2015, un grand destin qui se dessinait. Et puis la chute, la haine, la vraie haine affrontée. Est-ce que ça fait encore mal ? Moins, parce que ça a été le sens du livre que j'ai publié il y a quelques mois, parce que d'abord, je ne suis plus un acteur à part entière de la vie politique française, parce que j'ai pris du recul, parce que je vis et j'ai vécu dans un autre pays, parce que ma vie personnelle a changé. Donc oui, on apprend à gérer cela avec la distance nécessaire, et on se rappelle plutôt des bons moments, et des moments où on a gouverné, et dans des conditions, il est vrai, très difficiles, mais on a tenu le pays, par exemple, avec François Hollande et Bernard Cazeneuve, face au terrorisme. Vous dites, vous avez perdu en quelques mois une épouse, une situation, une popularité, c'est ce qu'on appelle une chute. Oui, c'est ça, c'est exactement cela. J'essaie de le décrire, notamment dans l'introduction de ce livre, dans les premières pages, où je raconte que un monde d'abord s'est effondré. On peut perdre une élection, en l'occurrence une primaire qui était d'ailleurs organisée pour faire chuter la gauche du gouvernement. Mais François Hollande ne se présentant pas, tout ça est déjà très ancien, j'ai l'impression qu'on parle de la préhistoire, mais c'est moi qui ai pris la foudre. Mais c'est surtout parce qu'on peut toujours perdre une élection, ça m'est déjà arrivé, c'est normal dans la carrière d'un responsable public. Mais j'ai vu un monde s'effondrer. Je l'avais prévu d'une certaine manière, j'avais annoncé la mort du Parti socialiste, mais j'ai vu cette social-démocratie française, la gauche gouvernementale, s'effondrer. J'ai vu ce qui allait se passer, mais cet effondrement m'emportait aussi d'une certaine manière. Comment est-ce qu'on survit à ça ? On se rappelle un Giscard d'Estaing qui disait qu'il avait été tellement attaqué qu'il ne voulait plus lire les journaux pendant une période. Il ne disait plus rien sur lui. Est-ce qu'on en arrive là ? Oui, il y a un peu de ça, mais moi je me suis battu, je n'ai pas voulu mourir, je n'ai pas voulu être chassé par mes électeurs d'Évry. J'ai été réélu député, mais au terme d'une campagne d'une très grande violence, avec notamment l'antisémitisme sous-jacent. Mais la colère, pardon, elle est toujours là. Avant de débuter, là, je vous parlais, on verra tout à l'heure, la fameuse vidéo « Moi, je m'appelle Manuel Valls », etc. Ça vous énerve, il y a quand même chez vous à côté... Non, parce que je sais faire la part entre la moquerie. Écoutez, on ne peut pas être le pays de Rabelais et de Charlie Hebdo et de nous battre pour la caricature. Elle fait partie de notre vie publique. La moquerie, heureusement, mais je distingue cela aussi, bien sûr, des attaques politiques. Mais j'ai éprouvé, ce que, évidemment, sans doute beaucoup de Français n'ont pas compris, j'ai éprouvé le besoin de partir. Parce que sinon, je sentais bien que quelque chose allait se briser, quelque chose était en train, vous l'avez dit, de se briser sur le plan politique et sur le plan personnel. Et vous me disiez comment on fait ? Comme chaque être humain, parce que moi j'ai une foi, une espérance absolue dans l'être humain qui est capable du meilleur et du pire, bien évidemment. Mais nous sommes un animal bien étrange. Nous avons conscience de ce que nous sommes. Nous pensons, nous éprouvons des émotions. Nous savons que nous allons mourir. Mais, écoutez, on se sauve. Et on se sauve comment ? En changeant, en faisant autre chose. Et puis par l'amour aussi, parce que les choses sont aussi simples que cela. Oui, j'ai connu une femme qui m'a permis aussi d'affronter tout cela. Et peut-être aussi, parce que derrière cela, il y a mon amour de la chose public également, de ce pays qu'est la France. Ce livre, Pas une goutte de sang français, est aussi un cri d'amour à ce pays extraordinaire. Et moi, pendant 40 ans, je l'ai servi comme maire, comme député, comme ministre ou Premier ministre. Et il m'a donné beaucoup de choses. C'est ça aussi la France. On parlera de tout ça, votre retour, l'amour et tout ce qui s'ensuit et ce que vous pouvez faire aujourd'hui en France. Mais d'abord l'actualité de demain y compris. On en parlait tout à l'heure. Emmanuel Macron, dans ce village de Saint-Cyr, un tour de France qui reprend une image en partie idyllique, un président qui est haut dans les sondages de satisfaction, une impression que pour lui ça va bien. Est-ce que c'est trompeur selon vous ? Est-ce que c'est réel ? C'est contrasté, vous le disiez il y a un instant avec vos interlocuteurs. La France a accompagné cette crise avec des moyens considérables.
considérable. On peut le comparer avec d'autres pays. L'État, donc le gouvernement ont fait leur job, comme on dit, ont soutenu. Et maintenant, il y a une espérance dans le retour de la croissance, de l'emploi, au fond, de jours heureux, pour reprendre une expression chère au président de la République. Et c'est normal qu'il aille à la rencontre des Français. Est-ce qu'Emmanuel Macron vous bluffe d'une certaine manière? Il a eu beaucoup de monde. Il a réussi à manger sur sa gauche, maintenant sur sa droite. Est-ce qu'il vous bluffe? Son intelligence, son leadership sont incontestables. Je ne sais pas s'il faut vous répondre oui ou non il me bluffe, mais en tout cas, il est là et il tient. Ce que je vois, en revanche, et avec tout le recul nécessaire, c'est le danger pour notre système démocratique. C'est son déséquilibre. C'est-à-dire après avoir détruit, ou elle s'est autodétruit elle-même, la gauche. Aujourd'hui, on voit bien que c'est la droite, ou les droites qui sont irréconciliables, pour prendre une expression qui fut la mienne et qui a fait Flores concernant les gauches. Et vous avez un président de la République seul. Trop de Macron. Il y a trop de Macron. Seul devant le pays. C'est-à-dire que son parti majoritaire existe à l'Assemblée nationale, mais c'est un parti sans racines. C'est quoi, un parti Godillot, d'après vous? Non, c'est un parti sans projet. On n'a jamais vu cela. Vous avez une droite et une gauche qui restent puissantes au niveau local, mais qui, à ce stade, il faut être prudent bien évidemment, ne représente pas encore une alternative à Emmanuel Macron. Pardon, vous qui avez connu l'État à fond dans tellement de positions, qui dirige la France aujourd'hui, s'il fallait résumer à quelques personnes? C'est le président de la République. Seul. Je ne veux pas dire que le gouvernement ne travaille pas, que les ministres ne travaillent pas, et que le Parlement ne fait pas son boulot. Est-ce que ça, d'après vous, est-ce que c'est un dévoiement de la Ve République? Non, c'est la conséquence de ce qui s'est passé. Macron n'emporte pas seul la responsabilité, ça serait trop facile. C'est l'affaissement des grands partis politiques, l'échec de la nouvelle politique. L'échec, s'il y a un échec pour Emmanuel Macron, mais qui est un échec collectif, mais qui est aussi le sien, c'est de ne pas avoir... Il va s'y essayer, donc, de réconcilier les Français, pas seulement avec lui, mais avec la démocratie, avec les institutions, avec nos valeurs. Mais on voit bien que nous sommes à un moment dangereux, de déséquilibre, et une lame de fond qui a déjà emporté les partis politiques traditionnels il y a 5 ans, ce qu'on appelle le dégagisme, peut emporter le président de la République avec lui, aussi la démocratie et les valeurs. C'est la question, qui vient ensuite, c'est-à-dire sous cette surface, est-ce qu'il y a possiblement une lame de fond? On va rappeler les sondages qui existent, qui montrent que Mme Le Pen, au second tour, pourrait atteindre 46%, un autre sondage disait 47%. Est-ce qu'on est là tout près de faire exploser un plafond? Oui, je le crois. Je vais vous faire une réponse paradoxale. Moi, je crois toujours au Front républicain. Et je ne comprends pas ceux qui, je parle des responsables politiques, qui à gauche ou comme à droite, pourraient hésiter un seul instant dans une élection locale, et a fortiori au moment de l'élection présidentielle, entre celui ou celle qui représente, pour moi, les valeurs de la République, et ceux qui ne le représentent pas à mes yeux. Mais je dois reconnaître que les électeurs, aujourd'hui, ont du mal à marcher dans cela. Donc ce qu'il faut, c'est les convaincre sur le fond de quoi a besoin le pays. Bien sûr, de sécurité et d'autorité, mais il a besoin aussi de prévoir l'avenir. C'est-à-dire, c'est l'université, la recherche, l'investissement, comment on se prépare à avoir une vraie autonomie stratégique dans un monde qui va être dominé par la Chine et par l'Asie. Comment on bâtit de nouvelles grandes coopérations stratégiques avec l'Afrique pour régler les grands problèmes de demain, à commencer par la question des flux migratoires. Donc, ce sont ces questions de fond qui doivent être posées au moment de l'élection présidentielle. Mais il faut les convaincre parce qu'aujourd'hui, il y a un sentiment de violence, de haine, de rejet du système. Et je m'étonne. Je vais vous prendre 2 exemples concrets pour marquer aussi mon désaccord avec ce qui s'est passé. La France est un vieux pays, c'est une vieille nation qui se construit avec un État fort et une langue qui est le français. Et dans les choix qui sont faits concernant l'État ou les préfets ces dernières semaines, ou même ce débat compliqué sur les langues régionales, oui, je suis contre parce que je vois qu'on défait et qu'on inquiète et que du coup, les Français ne savent pas très bien où on va. Et donc, c'est tout ce débat-là. Donc, cette compétition qui s'ouvre entre... On comprend vos nuances, vos critiques. À un moment donné, on est avec ou on n'est pas avec. Si demain, Emmanuel Macron vous appelle pour vous dire... est-ce que tu veux être ministre? Qu'est-ce que vous direz, oui ou non? Oui, d'abord, c'est peu probable. C'est pas probable du tout. C'est impossible. Oui, mais vous savez, depuis 3-4 ans, chaque fois que je suis sur un plateau, soit je suis très gentil avec Emmanuel Macron, c'est pour être ministre, soit parce que je ne l'ai pas été. Je vous dis si vous répondrez oui ou non.
moi, servir mon pays, je le servirai toujours. Je l'ai déjà servi. Mais ça n'est pas le sujet. C'est un bon sujet quand même. Non, oui, mais si c'est un problème personnel, on est à côté de la plaque. Si en tous les cas, Darius, si j'écris un livre sur la France, c'est parce que je l'aime, ce pays, mais c'est pour dire aussi mon inquiétude quant à l'avenir. Et donc, ce président qui bluffe, qui est intelligent, qui exerce un leadership, qui a bluffé l'Europe et le monde, qui est toujours là et qui se bat, on l'a vu avec la pandémie, qui a des qualités incontestables. Mais vous savez, moi je suis de ceux qui pensent que et son prédécesseur, François Hollande, et l'autre, Nicolas Sarkozy, avaient aussi des qualités. Et que l'un résistait à une crise terrible économique en 2008 et que l'autre a fait face à la crise terroriste. Donc je sors de ce manichéisme de voir le monde seulement en blanc et en noir. Donc je reconnais ses qualités. Mais je dis au président Macron, attention, demain, même si vous l'emportez face à Marine Le Pen, ça sera de peu. Et donc, moi, je pose deux questions et que je me pose à moi. C'est quel est le meilleur candidat pour battre Le Pen au deuxième tour, ou et la que meilleure dites-vous candidate? à ça? D'un mot, qui? Aujourd'hui, incontestablement, c'est Emmanuel Macron, mais attention, les choses peuvent changer d'ici là. Et quel est le meilleur ou la meilleure candidate pour rassembler les Français autour des valeurs républicaines? À gauche, est-ce que c'est fichu en bon français? Quand on voit l'état de la gauche aujourd'hui, c'est très difficile. Je l'avais pronostiqué malheureusement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas. Il y a des gens de très grande qualité dans la vie politique française, de Xavier Bertrand à Anne Hidalgo. Oui, mais enfin, quand on voit ce que représente dans les sondages la gauche. Mais attention, parce que je pense que les Français répondront aux deux questions que vous m'avez posées, vous ne m'avez pas posées, que je me pose moi-même. Qui est le mieux à même de battre Marine Le Pen et qui est capable de rassembler les Français? Et pour cela, j'ai une conviction. Il faudra créer une nouvelle coalition politique. La République En Marche, ça n'est pas suffisant. Le parti unique de la majorité présidentielle, ça ne marche pas. Donc il faut inventer quelque chose. C'est au président de la République de prendre des initiatives. Et si j'ai envie de participer au débat, c'est sur le fond, je viens de vous le rappeler, mais c'est aussi autour de cela. Et je crois qu'il est important que tous ceux qui ont participé de la vie publique de notre pays, qui ont un peu d'expérience, aident à cela pour que notre pays retrouve de la stabilité. Manuel Valls, dans cette coalition, vous dites, c'est pas un mot très français, hein, ça existe dans beaucoup de pays qui nous entourent, mais en France, non. Hein, coalition qui pourrait se former, il y a des mouvements qui existent. Des ministres vous reçoivent, Madame Schiappa, par exemple. C'est assez frappant parce que certains vous voient parfois comme pestiférés. C'est visiblement pas le cas pour certains ministres, par exemple. Quel est l'intérêt que eux ont à vous recevoir? Pourquoi? Mais moi, je pense que Marlène Schiappa, Jean-Michel Blanquer, Amélie Monchlin, que j'ai vu il n'y a pas longtemps, Gérald Darmanin, le Premier ministre. Moi, j'ai des relations avec l'ensemble des responsables politiques qui sont très éloignés des mots que vous venez d'utiliser. Je pense que je peux leur apporter mon expérience. Au moins, les Français savent que sur la question de l'islamisme, la montée de l'islam politique, la montée de l'antisémitisme, l'analyse que j'ai portée sur les maux de la société française, ces gauches irréconciliables, le fait que ce vieux pays doit être fidèle à son histoire. Je vous parlais de cet État qui a construit la nation française. Mon expérience peut, j'ose l'espérer, peut leur être utile, d'autant plus que beaucoup ont un talent et que la ministre que vous venez de citer, Madame Schiappa, a des qualités de combattante incontestables et qui font du bien à la vie politique française. Éloge de Madame Schiappa, Monsieur Darmanin, est-ce qu'il fait du Valls? On lui reproche plutôt de faire du Sarkozy, mais c'est exactement le même reproche qu'on me faisait. Est-ce que c'est la même chose? Non, je pense que Gérald Darmanin est conscient de quelque chose, c'est que la police et la gendarmerie, les forces de l'ordre, sont sous une pression terrible. Bien sûr, le terrorisme, mais la violence qui s'exerce dans la société. Les policiers sont en première ligne. Et moi, contrairement à certains de mes prédécesseurs, ministre de l'Intérieur, j'ai toujours assumé le mot de Clémenceau, le ministre de l'Intérieur est le premier flic de France. Et donc Gérald Darmanin est là, à son poste. C'est difficile, parce qu'il est arrivé en cours de route. Son projet concernant le ministère de l'Intérieur n'est pas facile à définir. Il fait voter des lois qui sont utiles. On a l'impression qu'il y a une course, que ça bouge beaucoup, qu'il y a beaucoup de communication. Mais c'est normal qu'il cherche à tenir le ministère de l'Intérieur à un moment où jamais sans doute on a connu autant de violence aux personnes, d'intention de tuer, à l'égard de tous ceux qui représentent l'autorité de l'État. Alain Boer, qui est un ami et que vous recevez souvent, me disait il n'y a pas longtemps qu'il faut regarder par exemple les violences qui sont exercées à l'égard des sapeurs-pompiers. Ils ne sont pas chargés de la sécurité. Ils sauvent, ils sont applaudis par les Français tous les 14 juillet.
Et pourtant, ils sont l'objet d'une violence, les cibles de tous ceux qui s'en prennent, au fond, à l'autorité de la société. Il faut rétablir l'autorité de la société. Manuel Valls, le divorce d'avec l'opinion, vous avez été très populaire, 2015, 11 janvier 2015, ovation pour vous à l'Assemblée, il y a eu comme ça des moments très très forts, et puis un moment de divorce, la traîtrise, beaucoup ont vu en vous le traître de 2017 qui dit « je vais soutenir le candidat de gauche », et qui soutient Emmanuel Macron, traître, promesse à Barcelone, qui pour finir, vous revenez en France. Qu'est-ce que vous faites de ce mot-là, traître ? Je dis dans le livre que j'ai sous-estimé le choix que j'ai fait en soutenant Emmanuel Macron dès le premier tour, parce que je voyais le désastre, et que je voulais éviter, comme des millions de Français, un deuxième tour entre François Fillon et Marine Le Pen. Mais là aussi, pardon, le retour en France, où on vous dit, oui, mais vous disiez... Oui, mais je l'assume dans ce livre. Je dis, écoutez, moi je ne suis plus en responsabilité. J'étais... Vous avez le droit de changer d'avis. J'étais bousculé, oui, parce que c'est une question aussi de sentiment. Donc, ma ville est entre Barcelone et Paris, mais dans le livre, je dis que l'éloignement m'a fait encore davantage comprendre, si c'était nécessaire, ce qui me lie à la France. Bah, bien sûr, sa littérature, sa culture, les hommes et les femmes qui représentent ce pays depuis toujours, le général Favier, héros de la gendarmerie, Gérard Depardieu, Blanche Gardin, ce chanteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Vianney, que tout le monde connaît désormais, des figures comme Robert et Elisabeth Badinter, les valeurs, la République, la laïcité, l'autorité, la langue française, sa culture, ses livres, ce dont je me nourris depuis toujours. Donc cet éloignement m'a permis ça. Moi je demande aux Français, écoutez, prenez-moi comme je suis, avec mes qualités, mes défauts, mes réussites et mes échecs. Aimez-moi, vous dites aimez-moi. Non, parce que on peut encore vous aimer. Tant mieux s'ils m'aiment. Moi, je les aime. Moi, je les aime. J'aime la France et j'aime les Français, ce peuple si particulier. Vous savez, il y a quelque chose d'assez extraordinaire quand on regarde la France de l'extérieur, c'est que c'est un des seuls pays encore aujourd'hui, c'est fascinant, 67 millions d'habitants dans le monde d'aujourd'hui, mais quand même 5e ou 6e économie du monde, et qui parle toujours au monde. C'est cette prétention française, mais de parler au monde, et notamment depuis 1789, et de transmettre ces valeurs universelles. C'est pour ça que je suis profondément français et que je veux servir le pays. Alors, bien sûr, il revient ambition. Oui, je suis ambitieux. Oui, j'ai des ambitions que j'ai toujours eues, mais pour mon pays. Ambition, traîtrise ou non, évidemment, c'est la fameuse vidéo. Succès énorme. Hein. Les enfants chantonnent ça à table, ça rentre dans la tête des gens. Moi, Manuel Valls. Alors, on va voir la séquence, évidemment. Une partie. Moi, je m'appelle Manuel Valls. Tornaré a París, fa molt que no mano, el que em diguin jo faré. Puc ser el president o un caça gitano, potser fundaré un partit. No m'importa si és de dreta o d'esquerra. Adéu, Ajuntament de Barcelona! Mai t'oblidaré! Perdoni, això és la Generalitat i aquí està l'Ajuntament. Voilà. La caricature est à la fois cruelle et juste, et quand il y a du talent, il faut toujours le reconnaître. Alors, bon, ce programme qui s'appelle Polonia... C'est militant, c'est tout ce qu'on veut. Non, mais il faut savoir que la télévision publique catalane, c'est inimaginable. Et je ne dis pas ça parce qu'il y a ce programme où il y a évidemment beaucoup de qualité, est une machine de guerre, de propagande idéologique qui n'existe nulle part en Europe. Et il n'y a pas la séquence... Il n'y a pas la séquence... opportuniste. Oui, et on ne voit pas la séquence, parce que vous ne l'avez pas passée, où en plus, j'ai des billets de banque partout. Donc c'est toutes les caricatures qu'il y a derrière. Alors c'est bien fait, ça vous fait marrer, ça fait rire du monde. Ça vous fait marrer, vous ? Moi, oui, on a souri. Oui, parce qu'il faut toujours... Et puis vous savez, la meilleure réponse... Vous avez déposé une plainte ? Non. Non, mais non. Rien. Mais non, mais il manquerait plus que ça. Mais ce que je veux dire à ceux qui regardent, c'est une machine de guerre, et tous ceux qui ont lutté contre le séparatisme et l'indépendantisme catalan, qui n'est pas de gauche, qui n'est pas progressiste, qui a des relents racistes, cette télévision notamment, ils reçoivent ça dans la gueule tous les jours. Et moi, ils me détestent pour une seule raison. C'est mon grand exploit à Barcelone, c'est que par mon vote, j'ai empêché que Barcelone ne tombe dans les mains des indépendantistes. Donc, vous ne pouvez pas savoir que ces groupes-là me détestent. Mais bon, écoutez, je les ai battus.
Donc c'est normal qu'ils se prennent leur revanche. Oui, enfin, vous avez quand même à la fin dû revenir en France, donc c'est quand même un échec politique aussi là-bas. Non, dites pas aussi, parce que sinon, je vais vous dire combien de fois j'ai été élu député ou maire, et ça serait désagréable. Mais oui, il y a eu un échec. Mais à Barcelone, écoutez, c'est une belle expérience. Faire la politique dans un autre pays, c'est très intéressant. J'ai empêché que la ville ne tombe dans les mains des indépendantistes. Je ne suis pas devenu maire, ça se saurait. Mais vous le savez, je le dis dans le livre très franchement, je le savais. C'était impossible. Mais j'ai pris cela au fond comme une corde pour avoir la force de changer. Manuel Valls, quand on se rappelle qu'en politique, on renaît, Monsieur Mitterrand qui disait « Je suis l'homme le plus détesté de France après l'Observatoire », Bernadette Chirac qui disait « Les Français n'aiment pas mon mari », voilà, tout est possible. Tout est possible, et quand vous regardez Joe Biden, en plus, à l'âge qu'il a, à la tête des États-Unis et en pleine forme, avec un sourire magnifique, ça me donne tous les espoirs possibles. Oui. Voilà, mais bon, plus sérieusement... On n'a pas eu le temps de parler d'amour. Susanna, c'est votre épouse. Oui. C'est pas indifférent, dans votre livre, ça occupe beaucoup de place. Oui, parce que je pense que la personne avec qui on partage sa vie, je consacre aussi un chapitre à ma mère, qui a très grande importance, bien évidemment. Oui, vous savez, les responsables politiques, mais comme tout le monde, les présentateurs de grandes émissions, tout le monde a des sentiments comme les Français. Peut-être que, vous savez, il faut que nos compatriotes, il faut que mes compatriotes le comprennent, ce qu'on a vécu, comme tous les responsables politiques, mais pendant 2 ans, 3 ans, les attaques terroristes, les menaces, vous change forcément. Vous êtes hermétique, y compris votre physique change, la dureté de vos traits, de votre ton, de vos mots, évidemment, évolue, ça se voit. Bon, maintenant, évidemment, je ne connais pas cela. Je pense beaucoup à ceux qui gouvernent aujourd'hui, qui n'ont pas la tâche facile. C'est pour ça que vous ne m'entendrez jamais être dans une critique absurde et caricaturale. Mais mon expérience, ce que j'ai connu, au fond aussi la manière de m'être libéré, cette expérience-là et le fait que je suis libre, je veux que ça serve à mon pays. Manuel Valls, merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. La soirée continue. Merci à Laurie Madil, Enora Lemerdi, Nicolas Canter, Clémence Monnet-Frisch qui ont préparé cette émission. Tout de suite sur LCI, Le Grand Soir avec Julien Arnaud. À demain. C'était votre